As-tu seulement demandé la permission au propriétaire de cette maison? La question m'a échappé avec un calme que je n'aurais pas soupçonné. Je venais d'ouvrir la porte de mon appartement, les sacs de courses pendant encore à mes bras, et elle était là. Chloé, ma belle-fille, debout en plein milieu de mon salon, comme si de rien n'était. Il y avait 2 énormes valises à ses pieds et une expression qui mêlait la surprise à quelque chose de pire. De l'agacement. Comme si j'étais l'intruse, comme si mon arrivée avait gâché ses plans parfaitement établis. Elle a levé les yeux vers moi, a cligné des yeux 2 fois, puis a laissé échapper ce petit rire mal à l'aise qu'elle utilisait chaque fois que quelqu'un la confrontait. C'était un rire court et sec, conçu pour que l'autre personne se sente ridicule. Mais je n'ai pas détourné le regard. Je suis resté là, sur le seuil de ma propre maison, tenant les sacs lourds remplis de produits frais et de conserves, attendant une réponse qu'elle n'avait manifestement pas préparée. « Salut, Ava. Je ne t'ai pas entendu entrer. » Sa voix semblait légère, presque musicale, comme si nous avions une conversation décontractée sur la météo, comme si les valises n'existaient pas, comme si c'était tout à fait normal pour elle d'être dans mon appartement un jeudi après-midi sans me prévenir, sans demander, sans montrer la moindre considération pour le fait que c'était mon espace, mon refuge, le seul endroit au monde où je pouvais encore respirer sans que personne n'exige quoi que ce soit de moi. Je n'ai pas bougé. Je suis resté juste là, dans l'embrasure de la porte, sentant le poids des sacs commencer à laisser des marques rouges sur mes avant-bras. Mais je ne les ai pas lâchés. Quelque chose en moi s'était durci au moment exact où j'avais vu ces valises. Quelque chose qui avait été doux, souple, toujours prêt à céder. Après des années, j'avais enfin trouvé une limite. Je t'ai posé une question, Chloé. Ma voix est sortie plus ferme cette fois. Elle a glissé une mèche de ses cheveux parfaitement coiffés derrière son oreille, ce geste qu'elle faisait quand elle avait besoin de gagner du temps pour réfléchir à quoi dire. Ses yeux, maquillés d'ombres claires assorties à son chemisier de créateur, ont évité les miens une seconde avant qu'elle ne me regarde à nouveau avec ce petit sourire condescendant que je méprisais tant. Ava, s'il te plaît, n'exagère pas, Dion et moi avons juste besoin de rester quelques jours. Ils font des travaux de rénovation dans notre appartement et le bruit est insupportable. L'équipe commence à 6 heures du matin et ne part pas avant 19 heures. On ne peut pas dormir. On ne peut pas travailler. On ne peut pas vivre comme ça. On s'est dit que ça ne poserait pas de problème de venir ici. Après tout, tu vis seul et tu as 2 chambres que tu n'utilises même pas, la voilà. Cette seule phrase qui résumait parfaitement ce que ma famille pensait de moi. Tu vis seul et tu as des chambres que tu n'utilises pas. Comme si ma vie était un espace vide attendant d'être rempli par les besoins des autres. Comme si le fait que personne ne dormait dans les chambres voisines transformait automatiquement ma maison en une ressource disponible pour quiconque en avait besoin. Comme si mes 68 ans d'existence ne me donnaient pas le droit de décider comment, quand ou avec qui partager mon espace. Je suis finalement entré dans l'appartement et j'ai posé les sacs sur la table de la salle à manger. Le bruit des conserves heurtant le bois a été plus fort que je ne l'avais prévu. Chloé a fait un pas en arrière, à peine perceptible, mais je l'ai remarqué. Son langage corporel avait changé. Elle n'était plus si détendue. Le malaise commençait à filtrer à travers le masque d'assurance qu'elle portait toujours. Je me suis tenu à côté de la table, sans déballer les courses, sans me diriger vers la cuisine comme je l'aurais fait normalement. Mes mains reposaient sur la surface en bois. Et je pouvais sentir mon propre pouls battre au bout de mes doigts. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la nervosité. C'était quelque chose de différent. C'était le sentiment d'atteindre un point de non-retour. Est-ce que Dion sait que tu es là? La question était rhétorique. Je connaissais déjà la réponse, mais j'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin de confirmer ce que je soupçonnais déjà, que mon fils avait permis cela, qu'il avait fait partie de ce plan depuis le début, qu'ils avaient tous les 2 décidé ensemble que mon consentement n'était pas nécessaire. Chloé a poussé un long soupir dramatique, comme si j'étais déraisonnablement difficile. Bien sûr qu'il le sait, Ava. C'était son idée. En fait, il termine quelques affaires au bureau et il passera plus tard avec le reste de nos affaires. Je pensais qu'il t'aurait appelé pour te le dire. Il n'avait pas appelé. Non, il n'avait pas appelé. Et ce silence, cette absence d'un simple coup de téléphone, me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon fils, Dion, l'enfant que j'avais élevé seul après que son père eût disparu de nos vies alors qu'il n'avait que 7 ans. Le même que j'avais nourri avec le salaire de mes doubles journées de travail, à nettoyer des bureaux et à servir du café.
Le même qui me serrait dans ses bras quand il était petit et disait que quand il serait grand, il prendrait soin de moi pour toujours. Ce même fils considérait maintenant qu'il était parfaitement acceptable de s'installer chez moi sans me consulter, comme si j'étais une extension de sa commodité, une ressource à sa disposition. Je me suis dirigé vers les valises. Je me suis tenu devant elles, les fixant comme si c'étaient des objets extraterrestres tombés d'une autre planète. Elles étaient chères, de ces marques que Chloé exhibait sur les réseaux sociaux. Brillantes, neuves, probablement achetées lors d'un de ces voyages qu'il faisait tous les 2 ou 3 mois alors que j'utilisais toujours la même valise usée que j'avais achetée il y a 15 ans lors d'une vente de liquidation. Et tu as pensé que c'était normal? Débarquer chez moi avec tes valises sans demander si j'étais d'accord, sans considérer ne serait-ce qu'un instant que j'avais peut-être des projets, que j'appréciais peut-être ma vie privée, que je ne voulais peut-être pas que des gens vivent ici. Chloé a croisé les bras sur sa poitrine. Sa posture a changé. Elle n'était plus la belle-fille décontractée et détendue. Il y avait maintenant de la défensive dans chaque ligne de son corps. Ava, tu es la mère de Dion. Nous sommes de la famille. Je ne comprends pas pourquoi tu rends ça si compliqué. Ce n'est que pour quelques jours, peut-être une semaine. Ce n'est pas comme si on demandait quelque chose d'impossible. En plus, je pensais que tu serais contente d'avoir de la compagnie. Tu dis toujours que cet endroit semble vide. Vide. Le mot a résonné dans ma tête comme un glas funèbre. Oui, j'avais une fois mentionné que la maison semblait silencieuse après que ma sœur Olivia eut déménagé pour vivre avec sa fille l'année dernière. Mais il y avait une énorme différence entre silence et vide. Ma maison était silencieuse parce que je l'avais choisie ainsi. Parce qu'après des décennies de bruit, d'exigence, d'être disponible pour tout le monde sauf pour moi-même, j'avais enfin trouvé la paix dans la quiétude. Mais Chloé avait pris cette confession désinvolte et l'avait transformée en justification. Comme si mon moment de vulnérabilité lui donnait la permission d'envahir mon espace. Comme si admettre que je me sentais parfois seul équivalait à supplier quelqu'un de venir remplir chaque recoin de ma vie sans me le demander d'abord. Écoute-moi bien. Ma voix était basse mais ferme. Chloé a cessé de bouger. Quelque chose dans mon ton l'a fait prêter une réelle attention pour la première fois depuis son arrivée. Cette maison peut me sembler comme elle veut. Elle peut être silencieuse ou pleine de bruit. Elle peut être vide ou complète. Mais ce qu'elle ne sera jamais, jamais, c'est disponible pour quiconque décide de l'utiliser. Et ma permission. Je suis la propriétaire de cette maison, Chloé. Pas une option pratique quand vous avez un problème. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, nous avons entendu le son d'une clé dans la serrure. La porte s'est ouverte et Dion, mon fils, est entré, portant 2 autres sacs et arborant ce sourire insouciant qu'il utilisait quand il pensait que tout était sous contrôle. « Maman, content que tu sois à la maison. Chloé t'a expliqué, n'est-ce pas? On ne sera là qu'une semaine, 2 au plus. Tu ne remarqueras même pas qu'on est là. » Les mots de Don flottaient dans l'air comme s'ils étaient la chose la plus raisonnable au monde. Il a posé les sacs par terre à côté des valises, a épousseté ses mains sur son pantalon et m'a regardé avec cette expression que je connaissais trop bien. C'était le même regard qu'il avait à 12 ans quand il rentrait tard après avoir joué au basket avec ses amis, s'attendant à ce que je ne me fâche pas parce qu'il n'était qu'un enfant normal après tout. Sauf que Dion n'avait plus 12 ans. Il en avait 42, et je n'étais plus cette jeune mère épuisée qui cédait à chaque sourire parce que j'étais trop fatigué pour mener une autre bataille. Je me tenais près de la table de la salle à manger, mes mains toujours posées sur le bois, le regardant entrer dans mon appartement comme si c'était son propre territoire, comme si les 40 dernières années n'avaient pas passé, comme si continuer à être sa mère signifiait que j'avais automatiquement renoncé à toute attente de respect ou de considération. Dion s'est approché et a essayé de me faire un baiser sur la joue. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas reculé, mais je ne me suis pas penché non plus. Je suis resté exactement là où j'étais, et il a dû remarquer quelque chose dans ma posture car il s'est arrêté à mi-chemin. Un regard de confusion a brièvement traversé son visage avant de se transformer en un sourire plus large et plus forcé. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu as eu une mauvaise journée? » Une mauvaise journée. Comme si ma réaction était le résultat d'une humeur passagère. Comme si le problème était que j'avais dû attendre trop longtemps en ligne à la banque ou que la circulation avait été dense. Pas que mon fils et ma belle-fille avaient décidé de s'installer chez moi sans me consulter. Pas qu'ils m'avaient traité comme si mon opinion était sans importance. Pas qu'ils avaient supposé que ma vie, mon espace, ma paix étaient des ressources disponibles pour leur convenance. Je n'ai pas eu une mauvaise journée, Dion.
J'ai eu une mauvaise surprise en rentrant chez moi et en trouvant ta femme en train de s'installer ici sans que personne ne me demande si j'étais d'accord. Dion a gloussé, un vrai rire comme s'il venait d'entendre quelque chose de drôle. Il s'est passé une main dans les cheveux, ce geste qu'il faisait quand il pensait que quelqu'un exagérait, et a secoué la tête. Maman, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. Je t'ai appelé 2 fois ce matin et tu n'as pas répondu. J'ai supposé que tu étais sorti et qu'on pouvait s'installer avant que tu ne rentres. Ce n'est pas si grave. J'ai regardé Chloé, qui se tenait maintenant à côté des valises, les bras toujours croisés, observant l'échange avec un mélange de malaise et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la satisfaction, comme si ma confrontation avec Dion prouvait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà, que j'étais difficile, que j'étais déraisonnable, que j'étais l'obstacle dans une situation qui aurait dû être simple. Tu as appelé 2 fois et quand je n'ai pas répondu, tu as décidé que c'était une autorisation suffisante pour emménager chez moi. On n'emménage pas, maman. On reste juste pour quelques jours. Dion s'est dirigé vers la cuisine, a ouvert le réfrigérateur avec désinvolture, a pris une bouteille d'eau que j'avais achetée cet après-midi, et a bu directement à la bouteille. Ce petit geste, si insignifiant pour un observateur extérieur, m'a semblé être une confirmation de tout ce que je pensais. Il ne voyait aucune différence entre son espace et le mien. Pour lui, ma maison était une extension de la sienne. Mon réfrigérateur, ma nourriture, mon intimité, tout cela faisait partie d'un territoire partagé où il avait un accès illimité. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de contrôler la pression qui montait dans ma poitrine. Ce n'était pas encore de la colère. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. C'était le poids accumulé de décennies à être la personne qui cédait toujours, qui comprenait toujours, qui mettait toujours les besoins des autres avant les siens. C'était la lassitude d'avoir passé toute ma vie d'adulte à être utile, disponible et pratique pour tout le monde sauf pour moi-même. Combien de jours, c'est quelques jours, Dion. Il a haussé les épaules, buvant toujours de l'eau, sans me regarder directement. 1 semaine? 2 au plus. L'équipe a dit qu'il finirait vite. C'est juste jusqu'à ce qu'on puisse dormir dans notre propre chambre à nouveau sans se réveiller au son des perceuses à 6 heures du matin. 2 semaines. 14 jours à avoir 2 personnes dans mon espace, utilisant ma salle de bain, mangeant ma nourriture, interrompant ma routine. 14 jours à ne pas pouvoir me promener en pyjama dans mon propre salon si je me réveillais assoiffé au milieu de la nuit. 14 jours à devoir considérer les horaires des autres avant de décider si je pouvais regarder mon émission préférée ou écouter ma musique. 14 jours à renoncer à la paix que j'avais mis tant de temps à construire après des années de bruit et de chaos. Et tu as juste supposé que j'accepterais ça? Dion a finalement rebouché la bouteille d'eau et m'a regardé avec quelque chose qui essayait de ressembler à de la patience mais qui était en réalité une condescendance à peine voilée. Maman, tu es ma mère. Bien sûr, j'ai supposé que tu serais d'accord. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Rester dans un hôtel et dépenser $150 la nuit alors que tu as 2 chambres vides ici? Ça n'a pas de sens. $150 la nuit. Voilà la vérité. Nuée sans fioriture. Il ne s'agissait pas d'avoir besoin de moi. Il ne s'agissait pas de vouloir passer du temps avec moi. Il s'agissait d'argent, de commodité économique, de la manière dont utiliser mon appartement gratuitement était plus sensé que de payer pour leur propre confort. Et moi, comme toujours, on s'attendait à ce que je comprenne, que je sois raisonnable, que je place leurs besoins financiers au-dessus de ma tranquillité émotionnelle. Chloé s'est raclé la gorge depuis sa place à côté des valises. Quand elle a parlé, sa voix avait adopté ce ton doux et conciliant que les gens utilisent quand ils veulent paraître raisonnables tout en manipulant une situation à leur avantage. Ava, nous ne voulons vraiment pas te causer de problème. Si c'est un problème, nous pouvons aider avec les dépenses. Je ne sais pas, peut-être $50 de plus pour les charges. Nous utiliserons de l'eau et de l'électricité. C'est juste que nous contribuons. $50. Comme si le problème était le coût des charges. Comme si je pouvais mettre un prix sur ma vie privée, ma routine, les matins tranquilles où je m'asseyais sur mon balcon avec une tasse de café et existais simplement sans avoir à être une mère, une belle-mère, une hôtesse, ou tout autre rôle que les autres avaient besoin que je joue. Il ne s'agit pas d'argent, Chloé. Ma voix est sortie plus lasse que je ne l'avais prévu. Dion s'est approché à nouveau, cette fois en posant une main sur mon épaule avec ce geste qu'il avait utilisé 1000 fois quand il voulait m'adoucir. Alors, de quoi s'agit-il, maman? Dis-moi juste ce qui te dérange et nous le réglerons.
Tu veux qu'on fasse les courses? Parfait. Pas de problème. Tu veux qu'on nettoie tout avant de partir? On peut le faire aussi. Tu ne veux pas qu'on fasse de bruit le matin? On sera silencieux comme des souris. Dis-moi ce dont tu as besoin et nous le ferons. Ce dont j'avais besoin, c'était qu'ils me l'aient demandé d'abord. Ce dont j'avais besoin, c'était qu'ils aient considéré que j'avais peut-être le droit de dire non. Ce dont j'avais besoin, c'était qu'ils comprennent qu'être de la famille ne signifiait pas avoir un accès automatique à chaque aspect de ma vie sans mon consentement. Mais comment pouvais-je expliquer cela sans passer pour la mère égoïste, la belle-mère difficile, la femme déraisonnable qui refusait d'aider sa propre famille dans le besoin? J'ai doucement retiré la main de Dion de mon épaule, non pas avec brusquerie, mais avec suffisamment de fermeté pour qu'il sache que le geste n'était pas le bienvenu en ce moment. Ce dont j'ai besoin, Dion, c'est que tu comprennes que c'est ma maison, pas un hôtel, pas une solution de secours, pas une ressource disponible chaque fois que tu as un inconvénient. C'est l'endroit où je vis, où je me repose, où j'ai le droit de décider qui entre et qui reste. Mais nous sommes ta famille, maman. Sa réponse a été immédiate, presque automatique, comme si ces 4 mots étaient un argument irréfutable, comme si le simple fait de partager le même sang annulait toute attente de respect ou de considération. Et peut-être que pendant longtemps j'y avais cru. Peut-être que pendant des années j'avais accepté qu'être de la famille signifiait être toujours disponible, toujours compréhensive, toujours prête à sacrifier mes propres besoins pour les leurs. Mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce le fait d'avoir 68 ans et de réaliser que le temps n'était plus infini. Peut-être était-ce la mort de mon amie Serena l'année dernière, qui avait passé ses derniers jours à regretter de n'avoir jamais vécu pour elle-même. Peut-être était-ce simplement l'épuisement accumulé de décennies à être invisible dans ma propre vie. C'est précisément parce que vous êtes ma famille que ça me fait plus mal, Dion, parce que j'attendrai de toi plus que de quiconque que tu comprennes que j'ai aussi le droit à mon espace, à ma paix, à mes décisions. Dion a échangé un regard avec Chloé. C'était rapide, à peine une seconde, mais je l'ai vu. C'était ce regard que les couples échangent quand ils pensent avoir affaire à quelqu'un de difficile, quand ils ont besoin de se serrer les coudes face à ce qu'ils perçoivent comme un problème commun. Et à ce moment-là, le problème, c'était moi. Dion a poussé un long soupir, le genre qu'il utilisait quand il sentait qu'une conversation prenait trop de temps pour n'aboutir à rien. Il s'est passé les 2 mains sur le visage, un geste de frustration à peine contenu, puis m'a regardé avec cette expression qu'il avait perfectionnée au fil des ans, celle du fils patient face à une mère compliquée. D'accord, maman. Je comprends que tu sois contrarié parce qu'on ne t'a pas prévenu plus tôt. Tu as raison là-dessus. Mais on est déjà là. Les sacs sont à l'intérieur. Chloé a déjà déballé quelques affaires dans la chambre d'amis. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Aller chercher un hôtel à 18h un jeudi alors que j'ai des réunions qui commencent à 7h demain matin. Voilà la culpabilité, présentée non pas comme une émotion directe, mais comme une série d'inconvénients pratiques que je causerais si j'insistais pour tenir bon. Comme si le fait qu'ils avaient déjà commencé à s'installer sans ma permission m'obligeait maintenant à accepter la situation. Comme si leur manque de planification devenait automatiquement mon problème à résoudre. J'ai regardé dans le couloir en direction des chambres. La porte de la chambre d'amis était légèrement entr'ouverte, et de là où je me tenais, je pouvais voir un coin du lit avec ce qui ressemblait à des vêtements déjà étalés dessus. Chloé avait dit qu'elle avait déballé quelques affaires. Elle ne demandait pas la permission de rester. Elle revendiquait un territoire. Je me suis dirigé vers cette chambre. J'ai entendu les pas de Dion derrière moi, puis la voix de Chloé lui disant quelque chose à voix basse que je n'ai pas pu distinguer. J'ai poussé la porte complètement et ce que j'ai vu a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Non seulement il y avait des vêtements sur le lit, mais des articles de toilette étaient alignés sur la commode. La trousse de voyage de Chloé était ouverte près du miroir. 2 paires de chaussures étaient soigneusement rangées près du mur. Un ordinateur portable était branché à côté de la table de chevet. Ce n'était pas la préparation de quelqu'un qui prévoyait de rester quelques jours. C'était l'installation de quelqu'un qui comptait s'installer pour des semaines. Je me suis retourné pour faire face à Dion, qui s'était arrêté dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, me regardant avec prudence. « 1 semaine, tu as dit. » Il a hoché la tête, bien que ses yeux aient évité les miens une seconde avant de revenir. 2 au plus. « Maman, je te l'ai dit. » Et toute cette installation est pour 2 semaines? L'ordinateur portable, les produits de bain, assez de vêtements pour 1 mois. Dion a haussé les épaules,
ce geste désinvolte qu'il utilisait quand il voulait minimiser quelque chose qu'il savait important. Chloé doit travailler d'ici, et évidemment on a apporté ce dont on avait besoin pour être à l'aise. On n'allait pas vivre dans une valise pendant 2 semaines. À l'aise. Le mot a résonné dans ma tête. Ils avaient besoin d'être à l'aise dans ma maison, dans mon espace, en utilisant mes ressources. Et apparemment, moi, j'avais juste besoin d'être compréhensive. J'ai quitté la chambre et je suis retourné dans le salon où Chloé était maintenant assise dans mon fauteuil préféré, celui près de la fenêtre, celui que j'avais acheté il y a 3 ans après avoir économisé pendant des mois. Elle avait son téléphone à la main, faisant défiler avec la concentration désinvolte de quelqu'un qui n'avait pas de soucis immédiats. Quand elle m'a vu entrer, elle a levé les yeux et m'a offert un autre de ses petits sourires. Ava, nous serons vraiment le moins de dérangement possible. Tu ne remarqueras même pas qu'on est là. Je travaille à distance, donc je serai dans la chambre la plupart de la journée. Dion part tôt et rentre tard. On peut acheter notre propre nourriture si tu veux, ou cuisiner pour nous 3, comme tu préfères. Comme je préférais. Comme si toutes ces options qu'elle présentait étaient authentiques, comme si elle me donnait vraiment le pouvoir de décision et ne se contentait pas d'offrir des variations d'une situation que je n'avais jamais acceptée en premier lieu. Je me suis approché du fauteuil où elle était assise. Je n'ai rien dit immédiatement. Je suis juste resté là à la regarder, attendant de voir si elle comprenait ce que je communiquais sans mots. Elle a cligné des yeux, le sourire commençant lentement à s'estomper. Et après quelques secondes, elle s'est levée du fauteuil avec un mouvement maladroit. Je suis désolé. Tu voulais t'asseoir ici? Je ne voulais pas m'asseoir là. Je voulais qu'elle comprenne que chaque centimètre de cet appartement était à moi. Que ce fauteuil n'était pas un siège disponible pour quiconque en avait besoin. Mais l'endroit où je passais mes après-midi à lire, où je m'asseyais avec mon café chaque matin, où j'avais pleuré après les funérailles de Serena, où j'avais pris la décision de quitter enfin ce travail épuisant au café et de prendre ma retraite. Dion est entré dans le salon à ce moment-là, et la tension devait être visible car il s'est arrêté à mi-chemin, regardant entre Chloé et moi, comme s'il essayait de jauger la gravité de la situation. « Maman, on peut parler 1 minute? Juste toi et moi. » J'ai hoché la tête. Peut-être qu'une conversation privée avec mon fils réussirait là où cette confrontation de groupe échouait. Peut-être que si je parlais directement, sans que Chloé ne serve de renfort à sa position, il entendrait réellement ce que j'essayais de dire. Nous sommes allés à la cuisine. Dion s'est appuyé contre le comptoir, a croisé les bras et m'a regardé avec une expression qui se voulait sérieuse, mais qui transmettait principalement de l'impatience. « D'accord, maman. Parle. Qu'est-ce qui te dérange vraiment? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus que le simple fait qu'on ne t'ait pas appelé avant. » Il y avait quelque chose de plus. Bien sûr qu'il y avait quelque chose de plus. Mais comment pouvais-je expliquer à mon fils que ce qui me dérangeait, c'était l'accumulation d'années à me sentir invisible? Comment pouvais-je lui dire que cet incident avec les valises n'était que la manifestation la plus récente d'un schéma qui se répétait depuis des décennies? Tu me déranges, Dion. Ça me dérange que tu aies grandi en pensant que ma vie est une ressource disponible quand tu as besoin de moi, mais pas une priorité quand il s'agit de considérations de base. Il a froncé les sourcils, sincèrement confus, comme si mes mots n'avaient aucun sens. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Quand est-ce que tu es venu me voir pour la dernière fois sans avoir besoin de quelque chose de moi? La question est sortie avant que je ne puisse l'arrêter. Dion a ouvert la bouche, puis l'a fermée, puis l'a rouverte sans émettre de son. Il cherchait dans sa mémoire, essayant de trouver un exemple qui réfuterait mon accusation. Et le fait qu'il lui faille si longtemps pour en trouver un ne faisait que confirmer mon point de vue. Maman, je viens te voir souvent. Tu viens quand tu as besoin que je garde ton chien parce que tu pars en voyage. Tu viens quand Chloé est occupée et que tu as besoin que je garde des documents importants. Tu viens quand tu t'es disputé avec elle et que tu as besoin d'un endroit pour dormir une nuit. Tu viens quand tu as des problèmes de voiture et que tu as besoin que je te prête de l'argent pour le garage. Mais quand es-tu venu pour la dernière fois juste pour me demander comment j'allais? Pour passer un après-midi avec moi, pour t'intéresser à ma vie au-delà de ce que je peux faire pour toi? Ce n'est pas juste, maman. Sa voix avait monté, et je pouvais entendre le ton défensif filtrer à travers chaque mot. Je t'appelle au téléphone. Je t'envoie des textos. Je t'ai demandé la semaine dernière si tu voulais venir dîner avec nous. Tu m'as invité à dîner parce que c'était l'anniversaire de Chloé et que vous aviez besoin de quelqu'un d'autre pour payer l'addition.
Tu ne m'as pas invité parce que tu voulais ma compagnie. En fait, tu m'as à peine parlé de tout le dîner. Vous avez passé tout le temps à vous disputer sur l'endroit où vous iriez en vacances le mois prochain pendant que j'étais assise là à manger ma salade en silence. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Pourquoi n'as-tu rien dit à ce moment-là? Parce que je ne dis jamais rien, Dion. Parce que j'ai appris il y a longtemps que quand je parle, quand j'exprime que je me sens ignoré ou sous-estimé, vous me faites tous sentir que je surréagis, que je suis trop sensible, que je devrais juste être reconnaissante d'avoir été incluse. Alors, j'ai arrêté de dire des choses. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté de croire que ma présence dans vos vies était autre chose que fonctionnelle. Il a secoué la tête, passant ses mains dans ses cheveux de frustration. C'est ridicule. Tu transformes ça en quelque chose de bien plus grand que ça ne l'est. On a juste besoin de rester ici quelques jours. On n'essaie pas d'envahir ta vie ou de te faire sentir mal. On a juste besoin d'une aide au logement temporaire. Et il ne t'est jamais venu à l'esprit que j'ai peut-être une vie, moi aussi. Que j'avais peut-être des projets pour ces 2 semaines. Que j'apprécie peut-être ma routine et mon intimité et que je ne veux pas y renoncer parce que vous avez décidé de rénover votre appartement sans considérer d'alternative. Quel projet, maman? Qu'est-ce que tu fais toute la journée de si important que tu ne puisses pas partager ton espace avec ta propre famille? Et voilà la question qui révélait exactement ce qu'il pensait de ma vie. Pour Dion, je ne faisais rien d'important. Je n'avais pas d'engagement significatif. J'existais simplement dans un état de disponibilité constante, attendant que quelqu'un ait besoin de moi pour avoir un but. Je n'ai pas à justifier mes journées auprès de toi, Dion. Le simple fait que je veuille être seul dans ma propre maison devrait être une raison suffisante. Dion a laissé échapper un rire court et sans humour et a secoué la tête comme s'il avait affaire à quelque chose de tout à fait absurde. Il s'est redressé, s'éloignant du comptoir, et m'a regardé avec une expression qui mêlait l'incrédulité à une frustration à peine contenue. Alors, ce que tu dis, c'est que tu préférerais être seul plutôt que d'aider ton propre fils, que ton confort est plus important que les besoins de ta famille. Je ne disais pas ça, ou peut-être que si, mais pas de la manière dont il l'interprétait. Il ne s'agissait pas de choisir mon confort plutôt que leurs besoins. Il s'agissait de reconnaître que mes besoins comptaient aussi, que je méritais aussi d'être prise en considération. Que ma vie n'était pas un espace blanc attendant d'être rempli par les urgences des autres. Ce que je dis, c'est que tu aurais dû me demander avant de supposer que je serais disponible. Que tu aurais dû me donner la possibilité de dire oui ou non. Que tu aurais dû me traiter avec le même respect que tu traiterais n'importe qui d'autre à qui tu demanderais une énorme faveur. Ce n'est pas une énorme faveur, maman. C'est laisser ton fils dormir dans ta chambre d'amis pendant quelques jours. C'est renoncer à mon intimité pendant 2 semaines. C'est changer toute ma routine. C'est partager ma salle de bain, ma cuisine, mon salon, chaque espace où je respire. C'est renoncer à la paix que j'ai mis tant de temps à obtenir après des années à vivre pour tout le monde sauf pour moi-même. Dion a levé les yeux au ciel comme pour chercher une patience divine, puis m'a regardé avec cette expression fatiguée qu'il utilisait quand il sentait que quelqu'un était inutilement compliqué. Tu sais quoi, maman? Je pense que le vrai problème ici, c'est que tu es seule depuis trop longtemps. Tu es devenue égoïste. Je ne dis pas ça pour te blesser, mais c'est la vérité. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu avais toujours tes portes ouvertes pour moi, pour n'importe qui. Tu te souviens quand tu as laissé mon ami Marcus vivre ici pendant 3 mois quand ses parents l'ont mis à la porte? Tu te souviens quand ta sœur Olivia a pratiquement vécu ici pendant une année entière? Tu n'as jamais rien dit. Tu ne t'es jamais plainte de ton intimité ou de ta routine à l'époque. Bien sûr, je me souvenais. Je me souvenais de Marcus, qui avait 19 ans alors, sans endroit où aller après que son père l'ait mis à la porte pour avoir échoué à l'université. Je me souvenais de nettoyer ses assiettes sales chaque matin, de faire sa lessive parce qu'il n'avait jamais le temps, de cuisiner pour 2 alors que j'avais à peine assez d'argent pour un. Je me souvenais d'Olivia, ma sœur aînée, qui était restée avec moi après son divorce et avait transformé mon petit appartement en son espace de guérison pendant que je continuais à faire des doubles journées de travail pour maintenir nos 2 finances à flot. Je me souvenais de tout ça et je me souvenais aussi de ce que je ressentais pendant ces périodes, invisibles, épuisées, pleines de ressentiment, mais incapable de l'exprimer parce que les gens que j'aimais avaient besoin de moi. Et j'avais appris dès mon plus jeune âge que les femmes comme moi existaient pour être nécessaires, pas pour avoir des besoins. Tu as raison, Dion. Je n'ai rien dit avant.
J'ai ravalé mon malaise et j'ai souri et j'ai fait semblant que tout allait bien pendant que je m'effaçais un peu plus chaque jour. Je croyais qu'être une bonne mère, une bonne sœur, une bonne personne signifiait se sacrifier constamment pour les autres. Mais tu sais quoi? J'en ai eu marre. J'en ai eu marre d'être la solution pratique aux problèmes de tout le monde. J'en ai eu marre que ma générosité soit tenue pour acquise. J'en ai eu marre d'attendre que quelqu'un me demande un jour ce dont j'avais besoin. Mais on t'a demandé ce dont tu avais besoin, maman. On vient juste de te le demander il y a un instant. On t'a dit de nous dire ce que tu veux qu'on fasse. Vous m'avez demandé ce que je voulais après avoir déjà pris la décision pour moi, après vous être déjà installé, après que la situation était déjà en marche. Ce n'est pas demander. C'est demander une permission rétroactive, en espérant que je me sente si coupable de refuser que je finisse par céder. Je suis sorti de la cuisine. Je ne pouvais pas rester dans cet espace confiné avec Dion me regardant comme si j'étais le problème, comme si ma résistance était un défaut de caractère au lieu d'une limite légitime. Je suis retourné dans le salon où Chloé se tenait maintenant près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la rue en bas. Elle s'est retournée quand elle m'a entendu entrer, et pour la première fois depuis son arrivée, j'ai vu quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était pas sa confiance habituelle. Il y avait de la prudence maintenant, peut-être même un peu d'inquiétude. Don est sorti de la cuisine derrière moi, et le silence qui a rempli la pièce était si épais que je pouvais presque le sentir pressé contre ma peau. Aucun de nous trois n'a parlé pendant un moment. Nous sommes juste restés là, formant un triangle inconfortable de tension accumulée. Finalement, c'est Chloé qui a rompu le silence. Sa voix avait perdu ce ton désinvolte et confiant. Maintenant, elle semblait plus prudente, comme si elle choisissait chaque mot avec précision. Ava, si tu ne veux vraiment pas qu'on reste, on peut trouver une autre solution. On ne veut pas que tu te sentes mal à l'aise dans ta propre maison. J'ai regardé Déon, m'attendant à ce qu'il soutienne ce que sa femme venait de dire. Mais il regardait ailleurs, la mâchoire serrée, clairement agacé par la tournure que prenait toute cette situation. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre des années auparavant. Mon fils n'allait pas me défendre. Il n'allait pas reconnaître qu'ils avaient fait une erreur. Il n'allait pas valider mes sentiments ou s'excuser d'avoir supposé que ma vie était à sa disposition. Parce que pour lui, j'étais toujours cette mère qui disait toujours oui. Cette mère qui déplaçait des montagnes pour lui faciliter les choses. Cette mère dont l'amour se mesurait en sacrifices silencieux et en besoins ignorés. Et toute déviation de ce schéma n'était pas une croissance personnelle de ma part, mais un défaut qui devait être corrigé. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui que Chloé avait abandonné quelques minutes auparavant. Mes jambes étaient fatiguées. Tout mon corps était fatigué. En vérité, ce n'était pas seulement l'épuisement physique d'être allé faire les courses ou d'être resté debout pendant cette conversation interminable. C'était un épuisement plus profond, le genre qui s'accumule sur des décennies à porter le poids émotionnel des autres sans que personne n'offre d'aider avec le vôtre. Je veux que vous m'expliquiez quelque chose, et je veux une réponse honnête. Dion m'a finalement regardé, les bras croisés sur la poitrine dans une posture défensive. Qu'est-ce que tu veux qu'on explique? Si la situation était inversée, si je me présentais à votre appartement avec mes valises sans prévenir, en disant que je devais rester 2 semaines parce qu'il y avait un problème avec mon immeuble, est-ce que vous m'accueilleriez sans hésiter? J'ai vu l'échange de regards entre Dion et Chloé. C'était rapide, à peine une seconde, mais c'était suffisant. Ils connaissaient tous les deux la réponse, et ils savaient tous les deux que la réponse était différente de ce qu'ils attendaient de moi. Chloé s'est raclé la gorge, cherchant les bons mots. Eh bien, il faudrait qu'on y réfléchisse. Notre appartement est plus petit et on travaille tous les deux de la maison maintenant. Ce serait compliqué avec l'espace. Exactement. Ce serait compliqué. Vous devriez y réfléchir. Vous considéreriez vos besoins, votre espace, votre confort, et vous seriez tout à fait dans votre droit de le faire. Personne ne vous jugerait pour avoir protégé votre vie privée. Personne ne vous traiterait d'égoïste pour vouloir garder votre routine intacte. Personne ne s'attendrait à ce que vous sacrifiez votre tranquillité d'esprit juste parce que je suis de la famille. Mais tu es ma mère, maman. C'est différent. Dion avait fait un pas vers moi, les mains tendues comme s'il essayait d'expliquer quelque chose d'évident que je ne saisissais pas. Pourquoi est-ce différent? Parce que je suis ta mère? Est-ce que ça signifie automatiquement que j'ai moins le droit à ma propre vie? Est-ce que ça veut dire que mes besoins comptent moins que les vôtres?
Est-ce que ça veut dire que je peux être ignoré, envahi et tenu pour acquise parce que mon rôle est de vous servir? Je ne dis pas ça. Mais tu le démontres, Dion, avec chaque décision que tu prends sans me consulter. Avec chaque supposition que je serai disponible, avec chaque fois que tu minimises ce que je ressens parce que ça ne correspond pas à ce que tu as besoin que je sois. Je me suis levé du fauteuil et je me suis dirigé vers les valises qui étaient toujours près de l'entrée. Je les ai regardées comme si je les voyais pour la première fois. C'étaient des objets physiques, concrets, mais ils représentaient quelque chose de beaucoup plus grand. Ils représentaient des années de limites non établies. Ils représentaient des décennies à enseigner à mon fils que mon espace était son espace, que mon temps était son temps, que ma vie était une ressource partagée dont il pouvait se servir sans demander. Et c'est moi qui lui avais appris ça. J'avais créé ce schéma. Pendant des années, j'avais priorisé le fait d'être la mère parfaite, la mère disponible, la mère qui ne disait jamais non, sans réaliser qu'en faisant cela, j'effaçais lentement toute attente de réciprocité ou de respect. Dion s'est approché et a de nouveau posé sa main sur mon épaule, plus doucement cette fois. Maman, s'il te plaît, ne rendons pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. On veut juste un endroit pour dormir quelques jours. On n'essaie pas de te prendre quoi que ce soit. Mais il me prenait quelque chose. Il me prenait ma capacité à décider de ma propre vie. Il me prenait mon droit de dire non sans être puni par la culpabilité. Il me prenait la possibilité d'exister en tant que quelque chose de plus qu'une extension de leurs besoins. J'ai éloigné mon épaule de sa main, non pas agressivement, mais avec assez de fermeté pour qu'il comprenne que le geste était malvenu. C'est ma maison, Dion. Je paie le loyer. Je paie les charges. Je décide qui entre. Et en ce moment, je décide que j'ai besoin que vous partiez tous les deux. Le silence qui a suivi mes mots était si absolu que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale dans la cuisine. Dion est resté complètement immobile, sa main encore suspendue dans l'air là où mon épaule avait été, me regardant comme s'il n'avait pas bien compris ce que je venais de dire. Chloé a laissé échapper un petit son, quelque chose entre un hoquet et un rire incrédule. « Qu'est-ce que tu as dit ?» La voix de Dion semblait étrange, plus aiguë que la normale, comme si les mots s'étaient coincés quelque part entre sa gorge et sa bouche. Il s'est passé une main sur le visage, a pris une profonde inspiration, puis m'a regardé avec une intensité que je n'avais pas vue depuis des années. « Maman, s'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. » Je ne plaisante pas. J'ai besoin que vous preniez vos affaires et que vous partiez. Chloé a fait un pas en avant, les mains levées dans un geste destiné à être conciliant, mais qui transmettait en réalité un désespoir à peine contenu. Ava, attends. On peut en parler. Si on a fait quelque chose de mal, on peut le réparer. Tu n'as pas à nous mettre à la porte. On est de la famille. Famille. Ce mot encore, utilisé comme un bouclier, comme une justification, comme si c'était un laissez-passer automatique qui annulait tout besoin de respect de base. Comme si partager le même sens signifiait que je devais tout tolérer, sauf toute invasion, pardonner tout manque de considération. C'est précisément parce que vous êtes de la famille. Que ça fait si mal, parce que j'attendrai de vous plus que de quiconque que vous compreniez que je mérite aussi d'être traité avec dignité. Don a laissé échapper un autre rire, cette fois plus long, plus sec, chargé d'incrédulité. Il s'est retourné, a fait quelques pas vers la fenêtre, puis est revenu comme si le mouvement l'aidait à traiter ce qui se passait. C'est insensé. Tu es complètement irrationnel. Tu vas mettre ton propre fils à la rue? Pourquoi? Parce qu'on est arrivé quelques heures avant de pouvoir te parler. Parce qu'on n'a pas suivi un protocole ridicule que tu viens d'inventer? Je n'ai rien inventé, Dion. Demander avant de s'installer chez quelqu'un n'est pas un protocole ridicule. C'est du respect de base. C'est ce que tu ferais avec n'importe qui d'autre dans ta vie. C'est ce que tu attendrais que les autres fassent avec toi. Il a secoué la tête, les mains sur les hanches, me regardant comme s'il voyait une étrangère. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça après tout ce qu'on a fait pour toi. Cette phrase est tombée entre nous comme une pierre dans l'eau calme. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. J'ai attendu qu'il développe, qu'il me dise spécifiquement à quoi ce tout faisait référence, mais il n'a pas continué. Il est juste resté là, respirant lourdement, comme si ces mots suffisaient comme argument en eux-mêmes. Tout ce que vous avez fait pour moi. Dis-moi, Dion, aide-moi à me souvenir de ce que vous avez fait exactement pour moi qui justifie que je renonce à ma tranquillité d'esprit. Dion a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Il a regardé Chloé pour du soutien, mais elle regardait le sol,
se mordant la lèvre inférieure. Il m'a regardé à nouveau, et maintenant il y avait quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était pas seulement de l'incrédulité ou de la frustration. Il y avait une rage authentique et croissante. Tu veux une liste? D'accord. On t'a acheté cette nouvelle télé l'année dernière quand la tienne est tombée en panne. Je t'ai proposé de te la rembourser. Tu m'as dit que ce n'était pas nécessaire, que c'était un cadeau. Et puis tu l'as mentionné à chaque dîner de famille pendant les 6 mois suivants comme un exemple de votre générosité. On t'a conduite aux urgences quand tu t'es foulé la cheville. Parce que je n'avais aucun moyen de m'y rendre et que vous passiez par là en rentrant chez vous, et vous m'avez déposé à l'entrée de l'hôpital. Vous n'êtes pas entré avec moi. J'ai attendu 3 heures seul jusqu'à ce qu'une infirmière me trouve un taxi pour rentrer. On t'invite à dîner chaque fois qu'on célèbre quelque chose. Vous m'invitez quand vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour payer une partie de l'addition ou quand vous avez besoin de bien paraître devant d'autres personnes, en montrant que vous êtes de bons enfants qui incluent leur mère. Mais à ces dîners, vous parlez entre vous, consultez vos téléphones, faites des plans qui ne m'incluent pas. Je suis juste là comme décoration familiale. Dion a fait un pas vers moi, et il y avait quelque chose de dangereux dans son mouvement maintenant. Pas physiquement menaçant, mais chargé d'une émotion qui était sur le point de déborder. Tu sais quel est ton problème, maman? Rien de ce que quiconque fait pour toi n'est suffisant. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un mais. Tu trouves toujours un moyen de jouer la victime. Je ne joue pas la victime. J'établis une limite. Il y a une énorme différence. Non. Ce que tu fais, c'est me punir parce que ta vie ne s'est pas déroulée comme tu le voulais. Parce que papa est parti. Parce que tu as dû travailler dur. Parce que tu te sens seul. Et maintenant, quand j'ai enfin un peu de stabilité, quand je peux enfin te demander une faveur, tu décides que c'est le moment parfait pour recouvrer des dettes émotionnelles pour des choses qui se sont passées il y a des décennies. Ces mots m'ont semblé des coups physiques, chacun conçu pour me blesser, pour me faire douter de moi-même, pour transformer ma limite légitime en un acte de vengeance injustifié. Et la partie la plus douloureuse était qu'il y avait un noyau de vérité dans ce qu'il disait. Oui, je me sentais parfois seul. Oui, j'avais gardé des ressentiments pendant des années. Oui, il y avait des moments où je regardais ma vie et me demandais où tout le temps, toute l'énergie, toute la version de moi-même qui existait avant que je ne devienne une mère, une employée, la personne que tout le monde avait besoin que je sois, était passée. Mais cela ne changeait rien au fait que j'avais droit à mon espace, que je méritais d'être consulté, que ma vie n'était pas un territoire disponible pour l'invasion juste parce que mon fils décidait qu'il en avait besoin. Tu as raison sur une chose, Dion. Ma vie ne s'est pas déroulée comme je le voulais. Mais tu sais quelle partie ne s'est pas déroulée comme je le voulais? La partie où j'ai élevé un fils qui me voit comme une ressource au lieu d'une personne. La partie où j'ai passé tant d'années à être utile que j'ai oublié comment être valorisé. La partie où je me suis convaincu que l'amour se mesurait en sacrifices silencieux et en besoins ignorés. Chloé est intervenue, sa voix tremblante mais essayant de paraître raisonnable. Ava, s'il te plaît. Nous comprenons que tu es contrarié. Nous comprenons que nous avons fait une erreur en ne te consultant pas d'abord. Mais mettre Dion à la porte, mettre ton propre fils à la porte, est une réaction disproportionnée. C'est cruel. Cruel. Le mot a résonné dans ma tête. C'était cruel de protéger mon espace. C'était cruel d'établir des limites. C'était cruel de dire non. Mais ce n'était pas cruel de se présenter sans prévenir. Ce n'était pas cruel de supposer que ma vie était à leur disposition. Ce n'était pas cruel de minimiser mes sentiments ou de me traiter comme si j'étais invisible. La cruauté, apparemment, n'allait que dans un sens. Vous savez ce qui est vraiment cruel? Élever un fils seul pendant des décennies, sacrifier tous les rêves que j'avais, travailler jusqu'à ce que mes mains saignent et que mon dos ne puisse plus se redresser. Tout ça pour m'assurer qu'il ait les opportunités que je n'ai jamais eues. Et puis, quand j'obtiens enfin un peu de paix, un peu d'espace pour respirer, je découvre que pour lui, je ne suis qu'une commodité, un endroit où rester quand c'est moins cher qu'un hôtel. Ce n'est pas juste. Don avait haussé la voix maintenant, et ses joues étaient rouges d'une émotion contenue. Je n'ai pas demandé à naître. Je n'ai pas demandé que papa parte. Je n'ai pas demandé que tu aies à travailler si dur. C'était tes décisions, tes circonstances. Tu ne peux pas me blâmer pour ça maintenant. Je ne te blâme pour rien de tout ça, Dion.
Je te blâme pour ne pas voir que je suis une personne, moi aussi. Pour me traiter comme si ma seule fonction était de te faciliter la vie. Pour être arrivé ici aujourd'hui et avoir agi comme si mon consentement n'avait pas d'importance. Il s'est dirigé vers les valises, en a attrapé une avec plus de force que nécessaire, et m'a regardé avec un mélange de douleur et de colère qui rendait difficile de soutenir son regard. Tu sais quoi, maman? Tu as raison. On s'en va. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'être dans un endroit où je ne suis clairement pas le bienvenu, où ma propre mère me traite comme un étranger. Je ne te traite pas comme un étranger. Je te traite avec la même norme que tu me traites, sans considération préalable. Dion a soulevé la valise, trébuchant légèrement sous son poids, et s'est dirigé vers la porte. Chloé l'a suivi, prenant l'autre valise. Mais avant d'atteindre la sortie, elle s'est retournée pour me regarder une dernière fois. J'espère que ça en vaut la peine, Ava. J'espère que ton espace et ta paix valent la peine de perdre ton fils. Mon fils n'est pas perdu parce que j'ai établi une limite. S'il part et ne revient pas, c'est parce qu'il a choisi de valoriser son confort plus que notre relation. C'est parce qu'il a préféré être en colère plutôt que d'avoir tort. Don avait déjà ouvert la porte et sortait dans le couloir quand il s'est soudainement arrêté. Il s'est retourné, m'a regardé avec une expression étrange que je n'ai pas pu déchiffrer immédiatement, puis, à ma grande surprise, il a laissé échapper un rire sec. Ce n'était pas un rire de joie. C'était un rire amer, sarcastique, chargé d'incrédulité. C'est parfait. Vraiment parfait. Attends que je raconte à tout le monde comment ma mère m'a mis à la porte de sa maison pour avoir osé lui demander de l'aide. Attends que la famille entende ça. Attends que tante Olivia sache que la généreuse Ava, celle qui a toujours ses portes ouvertes, est maintenant devenue si égoïste qu'elle n'aide même pas son propre fils. Voilà la menace voilée, la promesse que si je maintenais ma décision, il s'assurerait que tout le monde sache quel genre de mère terrible j'étais devenue. Qu'il appellerait ma sœur, ma cousine Tanisha, quiconque voudrait l'écouter, et leur raconterait sa version de l'histoire. Une version où il était la victime innocente et où j'étais la mère cruelle qu'il avait abandonnée dans son moment de besoin. Pendant une seconde, j'ai senti le poids familier de la culpabilité presser contre ma poitrine. Cette impulsion automatique à céder, à m'excuser, à dire que tout avait été un malentendu et que bien sûr, il pouvait rester. Cet instinct qui avait été cultivé pendant des décennies à être la personne qui maintenait la paix, qui évitait les conflits, qui sacrifiait son propre confort pour éviter d'être vu comme difficile. Mais alors je me suis souvenu de quelque chose que mon amie Serena m'avait dit 3 mois avant de mourir. Nous étions assises dans sa chambre d'hôpital et elle m'avait pris la main avec des doigts qui n'avaient presque plus de force et m'avait regardé avec ses yeux fatigués qui avaient trop vu la vie. Ava, avait-elle dit, sa voix à peine audible au-dessus du bip constant des machines. La plus grande erreur que j'ai faite a été de me soucier davantage de ce que les gens pensaient de moi que de ce que je pensais de moi-même. J'ai passé 70 ans à essayer d'être ce que les autres avaient besoin, et maintenant que je meurs, je ne me souviens d'aucun moment où j'ai vécu pour moi-même. Ces mots résonnaient dans ma tête depuis ses funérailles. Et maintenant, debout face à mon fils et à sa menace implicite de détruire ma réputation familiale, j'ai compris que le moment était venu de décider ce qui comptait le plus. L'image que les autres avaient de moi ou la vérité de qui j'étais vraiment. Vas-y, Dion. Appelle qui tu veux. Raconte-leur ce que tu veux. Si ta version des faits est que tu as demandé respectueusement et que je t'ai refusé de l'aide sans raison, alors sois. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas la vérité. Nous savons tous les deux que tu es arrivé ici sans prévenir, en supposant que ma maison était ta maison, en me traitant comme si mon consentement était sans importance. Dion a claqué la valise par terre avec un bruit sec. Ses yeux brillaient maintenant, non pas de larmes, mais de pure rage. Tu sais quoi, maman? Tu as raison. Je n'ai pas demandé la permission. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais pensé que j'aurais à demander la permission à ma propre mère pour rester chez elle quelques jours. Parce que j'ai grandi en croyant que la famille cédait sans condition. Parce que tu m'as appris tout au long de mon enfance que les portes de cette maison me seraient toujours ouvertes. Alors je t'ai mal appris. Je t'ai appris que l'amour signifiait un accès illimité. Que faire partie de la famille signifiait que je n'avais pas le droit de dire non. Je t'ai appris que mon espace était ton espace et que mes besoins comptaient moins que les tiens. Et maintenant, je corrige cette erreur. Chloé est intervenue à nouveau, et maintenant de vraies larmes coulaient sur ses joues. Bien que je ne sois pas sûr si elles provenaient de la tristesse ou de la frustration. S'il vous plaît, Ava, Dion, calmons-nous tous.
Ça n'a pas à se terminer comme ça. On peut trouver une solution. On ne peut pas. Il n'y a rien à résoudre. Chloé, vous avez besoin d'un endroit où rester. J'ai besoin de mon espace. Ces deux choses ne sont pas compatibles. Ce n'est pas compliqué. Dion a repris la valise et s'est dirigé vers le couloir, s'arrêtant juste à l'embrasure de la porte. Il ne m'a pas regardé quand il a parlé, et sa voix semblait différente maintenant, plus froide, plus distante. Quand tu changeras d'avis, quand tu réaliseras ce que tu viens de faire, ne t'attends pas à ce que je revienne comme si de rien n'était. Ne t'attends pas à ce que j'oublie que tu m'as mis à la porte quand j'avais besoin de toi. Je ne t'ai pas mis à la porte quand tu avais besoin de moi, Don. Je t'ai mis à la porte quand tu as décidé que le besoin signifiait que tu pouvais m'ignorer. Il est sorti dans le couloir sans rien dire de plus. Chloé a pris la deuxième valise, mais avant de partir, elle s'est retournée pour me regarder. Son visage était rouge, taché de larmes, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à une confusion sincère. Je ne te comprends pas, Ava. Vraiment pas. Quelle mère fait ça? Le genre de mère qui a enfin appris que s'aimer soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, c'est de la survie. Elle a secoué la tête, a marmonné quelque chose que je n'ai pas bien entendu, et est sortie dans le couloir où Dion attendait déjà l'ascenseur. Je suis resté debout sur le pas de ma porte, les regardant. Le dos de Dion était rigide, la posture de quelqu'un qui se sentait profondément trahi. Chloé consultait son téléphone, cherchant probablement des hôtels à proximité. L'ascenseur est arrivé avec un doux carillon électronique. Les portes se sont ouvertes. Dion est entré le premier, traînant sa valise avec un mouvement brusque qui l'a fait heurter le cadre. Chloé a suivi, et juste avant que les portes ne se ferment, Dion m'a regardé une dernière fois. Il n'a rien dit, mais l'expression sur son visage disait tout. Déception, colère, incompréhension, et quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à la douleur sincère de quelqu'un qui sentait qu'il venait de perdre quelque chose d'important. Une partie de moi voulait courir vers l'ascenseur, arrêter les portes avant qu'elles ne se ferment, leur dire de revenir, leur dire que j'étais désolé, qu'ils pouvaient rester. Cette partie de moi qui avait passé des décennies à apprendre à prioriser le confort émotionnel des autres par rapport au mien. Cette partie qui avait été entraînée à croire que le conflit était le pire résultat possible, pire même que mon propre malheur. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là à regarder les portes de l'ascenseur se fermer, à écouter le son mécanique de sa descente, sachant qu'à chaque étage qu'il descendait, je fermais aussi un chapitre de ma vie. Je suis rentré dans mon appartement et j'ai fermé la porte. Le silence qui m'a accueilli était différent des autres soirs. Ce n'était pas le silence confortable de la solitude choisie. C'était le silence lourd des conséquences, des décisions difficiles, des ponts que j'aurais peut-être juste brûlés. Je me suis dirigé vers la chambre d'amis où Chloé avait commencé à s'installer. Les vêtements étaient toujours étalés sur le lit. Les articles de toilette étaient toujours alignés sur la commode. L'ordinateur portable était branché à côté de la table de chevet, son voyant lumineux clignotant doucement dans la pénombre de la pièce. J'ai commencé à ranger leurs affaires. J'ai plié les vêtements avec soin, bien que mes mains tremblent légèrement. J'ai mis les articles de toilette dans un sac en plastique. J'ai débranché l'ordinateur portable et l'ai placé sur le lit avec les autres affaires. Je ne l'ai pas fait par cruauté. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de me réapproprier cet espace. J'avais besoin qu'il cesse d'être l'endroit où quelqu'un d'autre avait décidé de s'installer sans ma permission et redevienne simplement ma chambre d'amis. Vide, oui, mais vide par mon choix. Quand j'ai eu fini, j'ai laissé tout bien rangé sur le lit. Si Dion ou Chloé revenaient pour leurs affaires, ils les trouveraient prêtes, respectées et soignées. Parce que c'était le genre de personne que j'étais. Quelqu'un qui pouvait fixer des limites fermes sans avoir besoin d'être cruel. Quelqu'un qui pouvait dire non sans détruire ce qui appartenait à l'autre. Je suis retourné dans le salon et je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre. Dehors, le soir commençait à s'assombrir. Les lumières des appartements voisins s'allumaient une par une, petites fenêtres illuminées dans le crépuscule. Je me suis demandé combien de ces fenêtres abritaient des histoires similaires à la mienne. Combien de femmes étaient assises dans leur propre salon, aux prises avec le poids d'avoir fixé une limite? Combien se demandaient si elles avaient fait ce qu'il fallait? Mon téléphone a vibré dans la poche de mon pull. Je l'ai sorti et j'ai vu un message de Dion. Juste 3 mots. J'espère que tu es heureuse. Je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas heureuse. Il n'y avait rien de joyeux dans ce qui venait de se passer.
Il n'y avait pas de victoire à avoir fermé la porte à mon propre fils. Il n'y avait pas de satisfaction à savoir que des semaines, peut-être des mois, passeraient probablement avant que nous nous reparlions. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui n'était pas le bonheur, mais qui semblait néanmoins important. Il y avait de la clarté. Il y avait la certitude que pour la première fois depuis des décennies, j'avais choisi ma propre dignité plutôt que le confort des autres. Il y avait le sentiment que j'avais récupéré quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu. Le droit de dire non sans avoir à me justifier sans cesse. Un autre message est arrivé. Celui-ci était de Chloé. Dion est très contrarié. Je ne pense pas qu'il t'appellera avant longtemps. J'espère que ta fierté en vaut la peine. Ma fierté? Comme si fixer des limites était une question de fierté. Comme si protéger mon espace était un acte de vanité au lieu d'un soin de soi. Comme si le problème était ma résistance et non leur invasion. J'ai éteint le téléphone, non pas parce que je fuyais les conséquences de mes actes, mais parce que j'avais besoin de silence. J'avais besoin de traiter ce qui venait de se passer sans l'interférence constante de messages conçus pour me faire sentir coupable. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine. Les sacs de courses étaient toujours sur la table, exactement là où je les avais laissés il y a ce qui semblait être des heures, mais qui n'avaient probablement été que 45 minutes. J'ai commencé à ranger les courses, en mode pilote automatique. Les légumes sont allés dans le réfrigérateur, les conserves dans le garde-manger, le pain est resté dans son panier habituel sur le comptoir. Chaque objet a trouvé sa place désignée, et il y avait quelque chose de réconfortant dans cette simple routine. Au milieu du chaos émotionnel que je venais de traverser, ces petites actions manqueraient à quelque chose de tangible et de prévisible. Quand j'ai eu fini de tout ranger, je me suis fait une tasse de thé. J'ai chauffé l'eau, choisi ma tasse préférée, celle en céramique bleu clair que j'avais achetée sur un marché local il y a des années, et j'ai regardé les feuilles se déployer lentement dans l'eau chaude. L'arôme familier m'a enveloppé, et pour la première fois depuis que j'avais ouvert la porte de mon appartement cet après-midi, j'ai senti que je pouvais respirer pleinement. Je me suis rassise dans mon fauteuil avec la tasse entre mes mains. La chaleur du thé s'est infiltrée à travers la céramique et a réchauffé mes paumes. Dehors, la nuit était complètement tombée. La ville continuait son rythme constant, indifférente au petit drame qui venait de se dérouler dans mon appartement du 6e étage. Et puis, sans prévenir, j'ai commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des sanglots dramatiques. Ce n'était pas le pleur déchirant de quelqu'un qui venait de perdre quelque chose d'irremplaçable. C'étaient des larmes silencieuses qui coulaient simplement sur mes joues pendant que je restais assise, tenant mon thé, regardant l'obscurité au-delà de la fenêtre. Des larmes qui attendaient depuis des décennies leur tour de sortir. J'ai pleuré pour la mère que j'avais été, cette jeune femme qui travaillait 2 quarts et rentrait si fatiguée qu'elle pouvait à peine rester éveillée pour aider Déon avec ses devoirs. J'ai pleuré pour les années que j'avais passées à me convaincre que le sacrifice constant était de l'amour. Alors qu'en réalité, c'était juste de la peur. Peur de ne pas être assez. Peur que si je ne me donnais pas complètement, mon fils ne m'aimerait pas, peur de finir seul. Et maintenant, me voilà seul de toute façon. Mais c'était une solitude différente. Ce n'était pas le résultat de l'abandon ou du rejet. C'était la conséquence du choix de ma propre dignité. Et bien que ça fasse mal, bien que j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important, il y avait aussi un étrange sentiment de soulagement, comme quand on lâche enfin quelque chose de lourd qu'on a porté si longtemps que ses bras avaient oublié ce que c'était que de ne pas le porter. Je me suis souvenu d'un moment précis où Dion avait 8 ans. Ça avait été une journée particulièrement difficile à mon travail au café. Un client avait crié parce que sa commande avait pris trop de temps. Mon patron m'avait réprimandé pour quelque chose qui n'était pas de ma faute, et j'étais rentré à la maison avec les pieds si enflés que je pouvais à peine marcher. Dion était dans le salon en train de regarder la télévision quand je suis entré. « Maman » avait-il dit sans quitter l'écran des yeux. « J'ai faim. » J'avais laissé tomber mes sacs près de la porte, enlevé mes chaussures qui me serraient les pieds endoloris, et j'étais allé directement à la cuisine pour lui préparer quelque chose à manger. Je ne m'étais même pas assise d'abord. Je ne m'étais même pas accordé un moment pour moi parce que c'est ce que faisaient les bonnes mères. Les bonnes mères mettaient les besoins de leurs enfants avant tout le reste. Mais qu'est-ce que je lui enseignais vraiment avec ce comportement? Je lui enseignais que les femmes existaient pour servir. Que les mères n'avaient pas de limite. Que dire, donne-moi une minute. Je suis fatigué, était de l'égoïsme au lieu d'un soin de soi de base. Et maintenant, 34 ans plus tard, mon fils avait grandi en croyant exactement cela.
Ce n'était pas entièrement de sa faute. J'avais été son enseignante la plus constante dans cette leçon erronée. Chaque fois que j'avais ignoré mes propres besoins pour les siens. Chaque fois que j'avais souri malgré ma fatigue, chaque fois que j'avais fait semblant que tout allait bien alors qu'en réalité j'étais en train de m'effondrer, je lui avais appris que je comptais moins que lui, et il avait parfaitement appris la leçon. J'ai pris une gorgée de mon thé. Il devenait froid, mais le goût familier me réconfortait quand même. J'ai pensé à Serena à nouveau, à ces dernières conversations que nous avions eues à l'hôpital. Elle avait été si courageuse à la fin, affrontant la mort avec une clarté brutale qui ne vient que lorsqu'il n'y a plus de temps pour les mensonges réconfortants. Tu sais ce qui est le plus triste, Ava, m'avait-elle dit un après-midi alors que je pelais une orange à partager avec elle. Ce n'est pas que je meurs. On meurt tous un jour. Le plus triste, c'est que j'ai passé toute ma vie à attendre le moment où je pourrais enfin vivre pour moi-même. Quand les enfants seraient grands, quand je prendrais ma retraite, quand j'aurais plus d'argent, quand. Et maintenant, ce moment ne viendra jamais parce que je n'ai plus de temps. Elle m'avait serré la main avec une force surprenante pour quelqu'un de si frêle. Ne fais pas mon erreur. N'attends pas qu'il soit trop tard. Si tu as besoin de dire non, dis-le. Si tu as besoin d'espace, prends-le. Si tu as besoin de te choisir, fais-le, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. J'ai fini mon thé et j'ai posé la tasse vide sur la table d'appoint. Je suis resté assise dans le silence de mon appartement, écoutant les sons lointains de la ville. Une voiture est passée dans la rue en bas. Quelqu'un a ri dans un des appartements voisins. La vie continuait, indifférente à ma petite révolution personnelle. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message de ma sœur Olivia. Dion l'avait déjà appelé. Bien sûr, la nouvelle de ce que j'avais fait circuler déjà dans la famille. Ava, qu'est-ce qui s'est passé? Dion m'a appelé très contrarié en disant que tu l'avais mis à la porte de ta maison. Il dit qu'ils avaient juste besoin de rester quelques jours. C'est vrai? Appelle-moi quand tu pourras. Je pouvais parfaitement imaginer cette conversation. Dion se présentant comme la victime incomprise. Olivia, toujours si diplomate, essayant de comprendre les deux côtés, mais penchant probablement pour la sympathie envers Don parce qu'il était le bébé de la famille après tout. Et moi, je serais dépeinte comme la mère difficile qui était soudainement devenue égoïste dans sa vieillesse. J'aurais dû ressentir de la colère à la perspective d'être mal interprétée. J'aurais dû vouloir appeler Olivia immédiatement pour donner ma version des faits, pour me défendre, pour m'assurer que tout le monde comprenait que je n'étais pas la méchante de cette histoire. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important. Ça m'était égal, plus que je ne le pensais. Parce que la vérité était qu'Olivia, bien qu'étant ma sœur et m'aimant à sa manière, n'avait jamais vraiment compris pourquoi je l'avais laissée rester dans mon appartement pendant une année entière après son divorce. Elle n'avait jamais reconnu le sacrifice que cela avait représenté pour moi. Elle avait supposé, comme tout le monde, que j'avais beaucoup d'espace, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que c'est ce que les femmes comme moi avaient. Des miettes de nous-mêmes à distribuer à quiconque en avait besoin. Je n'allais pas l'appeler. Du moins, pas ce soir. Peut-être demain, peut-être le jour d'après, ou peut-être jamais. Peut-être qu'il était temps de laisser les gens penser ce qu'ils voulaient penser. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de dépenser mon énergie à essayer de contrôler les récits que les autres construisaient sur moi. Je me suis levé du fauteuil et je me suis dirigé vers ma chambre. En passant devant la chambre d'amis, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Les affaires de Chloé étaient toujours là, bien rangées sur le lit. Je devrais appeler Dion demain pour lui dire qu'il pouvait venir les chercher quand il voulait, mais c'était un problème pour demain, pas pour ce soir. Dans ma chambre, je me suis changé lentement. J'ai mis mon pyjama le plus confortable, celui en coton doux qui était un peu usé mais qui donnait l'impression d'une étreinte. Je me suis lavé le visage, brossé les dents, suivant chaque étape de ma routine nocturne avec une lenteur délibérée. Chaque action était une affirmation silencieuse. C'est mon espace. C'est mon temps. C'est ma vie. Je me suis mise au lit et j'ai éteint la lumière. L'obscurité m'a enveloppé et avec elle est venue une pensée que je n'avais pas attendue. Un soulagement pur et simple. Je n'aurais pas à me lever tôt demain à cause du bruit d'autres personnes se déplaçant dans mon appartement. Je n'aurais pas à partager la salle de bain ou à attendre mon tour pour le café. Je n'aurais pas à modérer mon comportement ou à considérer les besoins des autres avant de décider de ce que je voulais faire de ma journée. Mais avec le soulagement est venu aussi le poids de la douleur, parce que mon fils était en colère contre moi,
parce qu'il y avait une faille dans notre relation que je ne savais pas quand ni comment elle serait réparée, parce que j'avais choisi ma paix plutôt que sa commodité. Et ce choix avait des conséquences que je devrais affronter. Je me suis permis de ressentir les deux choses à la fois, le soulagement et la douleur, la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait et la tristesse des conséquences, la force d'avoir établi des limites et la vulnérabilité de ne pas savoir ce qui allait suivre. J'ai fermé les yeux et j'ai progressivement laissé le sommeil m'emporter. Avant de m'endormir complètement, j'ai eu une dernière pensée. Peut-être que c'était ça, grandir vraiment. Pas quand on devenait officiellement adulte. Pas quand on avait un travail ou une maison ou même un enfant. Mais quand on apprenait enfin que s'aimer soi-même n'était pas de l'égoïsme. C'était une responsabilité. C'était une justice. C'était la seule façon de vivre avec intégrité. Et avec cette pensée, je me suis enfin permis de me reposer. Je me suis réveillé le lendemain avec la lumière du soleil qui filtrait doucement par la fenêtre de ma chambre. Pendant un moment, dans cet espace brumeux entre le sommeil et l'éveil, tout semblait normal. Mais ensuite, le souvenir de ce qui s'était passé la nuit précédente est revenu avec la force d'une vague froide, et je suis resté là, regardant le plafond, traitant lentement le fait que j'avais mis mon fils à la porte de ma maison. Je suis sorti du lit et j'ai suivi ma routine matinale comme je le faisais toujours. Je suis allé à la salle de bain, je me suis lavé le visage à l'eau froide, je me suis brossé les dents. Chaque action familière m'a aidé à m'ancrer dans le présent, à me rappeler que la vie continuait malgré le drame émotionnel d'hier. Mais quand j'ai quitté ma chambre et que je me suis dirigé vers la cuisine, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder vers la chambre d'Amy. La porte était toujours entr'ouverte. Les affaires de Chloé étaient toujours sur le lit, attendant d'être réclamées. J'ai fait du café. L'arôme riche a rempli la cuisine pendant que je sortais ma tasse préférée et attendais que la cafetière ait fini son travail. Je me suis versé une tasse, j'ai ajouté un peu de lait comme d'habitude, et je me suis assise près de la fenêtre du salon. Dehors, la matinée de vendredi battait son plein. Les gens se rendaient à leur travail. Les enfants allaient à l'école. Le monde continuait de tourner, complètement indifférent au petit tremblement de terre personnel que j'avais vécu. Mon téléphone était sur la table où je l'avais laissé la nuit précédente. Je l'ai allumé avec une certaine appréhension, sachant qu'il y aurait probablement plus de messages. Et il y en avait, 3 de plus d'Olivia, chacun plus insistant que le précédent. Un de ma cousine Tanisha me demandant si j'allais bien, et un de Dion qui disait simplement « Je passe cet après-midi pour récupérer nos affaires. Tu n'as pas besoin d'être là si tu ne veux pas. » J'ai lu ce dernier message plusieurs fois, essayant de déchiffrer le ton derrière les mots. Était-ce de la considération? Était-ce de la froideur? Était-ce sa façon de me donner une porte de sortie, de me permettre d'éviter une confrontation gênante? Je n'étais pas sûr, mais ce que je savais, c'est que je n'allais pas me cacher dans ma propre maison. Si Dion venait chercher ses affaires, je serais là. J'ai répondu par un simple « Je serai là. Sonne quand tu arriveras. » J'ai passé la matinée à nettoyer, non pas parce que l'appartement était sale, mais parce que j'avais besoin de garder mes mains occupées. J'ai passé l'aspirateur dans tout le salon. J'ai essuyé les comptoirs de la cuisine jusqu'à ce qu'ils brillent. J'ai changé les draps de mon lit, même si je les avais changés il y a à peine 3 jours. C'était une thérapie physique, une façon de traiter le tourbillon d'émotions qui bouillonnait encore en moi. Vers midi, j'ai finalement décidé d'appeler Olivia, non pas parce que je sentais que je lui devais une explication, mais parce qu'elle était ma sœur, et malgré tout, je me souciais de ce qu'elle pensait. J'ai composé son numéro et j'ai attendu pendant que ça sonnait. Ava, Dieu merci. Je me suis inquiété toute la nuit. La voix d'Olivia semblait sincèrement angoissée et quelque chose en moi s'est un peu adouci. Salut, Olivia. Je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. C'était une nuit difficile. Dion m'a raconté ce qui s'est passé. Enfin, il m'a raconté sa version. Je veux entendre la tienne. Au moins, elle n'avait pas automatiquement supposé que Dion avait raison et que j'avais tort. J'ai mentalement remercié pour ça avant de commencer à expliquer la situation. Je lui ai parlé des valises à l'entrée, du fait qu'il ne m'avait pas consulté, de la conversation que nous avions eue et de la façon dont elle avait dégénéré jusqu'à ce que je leur demande finalement de partir. Olivia a écouté en silence, ne m'interrompant qu'occasionnellement avec des questions de clarification. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause avant qu'elle ne parle. Je comprends pourquoi tu as ressenti ça, Ava. Vraiment. Mais ne penses-tu pas que tu as peut-être un peu surréagi? C'est Dion.
C'est ton fils. Tu aurais sûrement pu trouver un moyen de résoudre ça sans le mettre à la porte. Voilà la réponse que j'attendais. Cette suggestion subtile que j'avais exagérée, que j'étais allé trop loin. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il y avait d'autres façons de gérer la situation. Mais je savais aussi que si j'avais cédé, si je leur avais permis de rester après s'être présenté sans demander, j'aurais enseigné à Dion une fois de plus que mes limites n'avaient pas d'importance. Je n'ai pas surréagi, Olivia. J'ai réagi de manière appropriée. Dion a 42 ans. C'est un homme adulte avec un emploi stable et suffisamment de ressources pour payer un hôtel. Il a décidé qu'il était plus pratique d'utiliser mon espace sans me consulter. Ce n'est pas correct. Peu importe à quel point je l'aime. Mais c'est comme ça les familles, n'est-ce pas? On s'entraide quand il y a un besoin. On ne demande pas la permission à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. J'aurais dû savoir qu'Olivia dirait quelque chose comme ça. Elle avait vécu avec moi pendant 1 an après tout, et pendant ce temps, je ne lui avais jamais fait payer de loyer, jamais demandé de contribuer de manière significative aux dépenses, jamais mis de limite de temps pour trouver son propre logement. J'avais été la sœur généreuse, disponible, compréhensive, et maintenant que je fixais des limites, je devais passer pour une hypocrite. Tu te souviens quand tu as vécu avec moi après ton divorce, Olivia? Il y a eu un silence gêné à l'autre bout de la ligne. Bien sûr que je me souviens. Tu as été si généreuse de me laisser rester. Sais-tu pourquoi je ne t'ai pas demandé de partir après quelques semaines ou même quelques mois? Olivia n'a pas répondu immédiatement et j'ai continué avant qu'elle ne le puisse. Parce que j'avais peur. J'avais peur que si je fixais des limites, si je te demandais de trouver ton propre logement, tu penserais que j'étais égoïste, que je ne t'aimais pas assez, que j'étais une mauvaise sœur. Alors, j'ai ravalé mon malaise et mon besoin d'espace personnel et je t'ai laissé rester parce que c'est ce que faisaient les bonnes sœurs. Ava, je ne savais pas que tu ressentais ça. Tu n'as jamais rien dit. Exactement. Je n'ai jamais rien dit. Et c'était mon erreur, parce qu'en ne disant rien, j'ai appris à tout le monde autour de moi que je n'avais pas de limite. Qu'ils pouvaient prendre ce dont ils avaient besoin de moi sans se soucier du coût que cela avait pour moi. Et maintenant, après des décennies à faire ça, j'apprends enfin à utiliser ma voix. Et ça fait mal. Ça fait mal de fixer des limites. Ça fait mal de décevoir les gens. Mais ça fait moins mal que de continuer à disparaître dans ma propre vie. Olivia a soupiré profondément. Je ne sais pas quoi te dire, Ava. Je comprends ce que tu dis. Vraiment. Mais Dion est très blessé. Il dit qu'il ne te parlera pas pendant longtemps. C'est son choix. Je ne le punis pas. Je protège juste mon espace. S'il décide que c'est une raison suffisante pour couper le contact avec moi, alors ça en dit plus sur lui que sur moi. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de raccrocher. La conversation ne s'était pas mal terminée, mais elle ne m'avait pas non plus laissé le sentiment d'avoir été complètement comprise. Olivia était un produit de la même génération que moi, élevé avec les mêmes attentes sur ce que signifiait être une bonne femme, une bonne mère, une bonne sœur. Il était difficile pour elle de comprendre pourquoi je rejetais ces règles maintenant après les avoir suivies si fidèlement pendant si longtemps. À 15 heures, la sonnette a retenti. Je me suis levé du canapé où j'avais été en train de lire. J'ai pris une profonde inspiration et je suis allé ouvrir la porte. De l'autre côté se trouvait Dion. Il était seul. Aucun signe de Chloé. Il portait 2 grands sacs en toile, probablement pour y mettre les affaires qu'ils avaient laissées. Bonjour, maman. Sa voix était plate, sans émotion. Elle n'était pas hostile, mais elle n'était pas chaleureuse non plus. C'était la voix de quelqu'un qui remplissait une obligation inconfortable. Bonjour, Dion. Entre. Il est passé à côté de moi sans établir de contact visuel et s'est dirigé directement vers la chambre d'amis. J'ai fermé la porte et je suis resté dans le salon, ne sachant pas si je devais le suivre ou lui donner de l'espace. J'ai finalement décidé de rester où j'étais, mais j'ai gardé la porte de la chambre d'amis en vue. Je pouvais l'entendre bouger dans la chambre, ouvrir et fermer des tiroirs, le bruit de la fermeture éclair du sac. Il lui a fallu environ 10 minutes pour tout emballer. Quand il est sorti, il avait les 2 sacs suspendus à ses épaules, et son expression était toujours ce masque soigneusement neutre. Il s'est arrêté dans le salon, à mi-chemin entre la chambre et la porte de sortie. Un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose d'important, que c'était peut-être l'occasion d'une vraie conversation, mais au lieu de cela,
il a simplement fait un signe de tête vers le couloir. Je peux utiliser les toilettes rapidement avant de partir? Bien sûr. Il a posé les sacs près de la porte et est allé dans la salle de bain. J'ai entendu l'eau couler, le son familier de quelqu'un se déplaçant dans un espace qu'il connaissait bien. Et à ce moment-là, la réalité de ce que j'avais fait m'a frappé. Pas la partie sur l'établissement de limites ou la protection de mon espace, cela me semblait toujours juste. Mais la partie sur la façon dont mon fils, mon unique fils, se sentait maintenant comme un étranger dans la maison où il avait grandi. Comment il devait me demander la permission d'utiliser la salle de bain? Comment la distance entre nous s'était creusée si rapidement en seulement 24 heures? Il est sorti de la salle de bain et a repris les sacs. Il s'est dirigé vers la porte et je l'ai suivi. Il a ouvert la porte, s'est arrêté sur le seuil et, enfin, m'a regardé directement. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire, maman? Il y avait tant de choses que je voulais dire. Je voulais lui dire que je l'aimais. Je voulais lui expliquer une fois de plus pourquoi j'avais dû faire ce que j'avais fait. Je voulais lui demander si nous pourrions un jour avoir une relation où je serais vu comme quelque chose de plus qu'une ressource pratique. Mais ce qui est sorti de ma bouche était quelque chose de différent. Je t'aime, Dion. Je t'aimerai toujours. Mais je ne vais plus sacrifier mon bien-être pour éviter ton inconfort. Si cela signifie que nous passons du temps sans nous parler, alors soit. Mais la porte sera toujours ouverte pour une relation où nous nous respectons mutuellement. Il a hoché lentement la tête comme s'il traitait mes paroles. Il n'a pas dit qu'il m'aimait aussi. Il n'a pas dit qu'il comprenait. Il a juste hoché la tête. Au revoir, maman. Au revoir, Dion. La porte s'est refermée derrière lui avec un son doux qui a résonné beaucoup plus fort qu'il n'aurait dû. Je suis resté à cet endroit précis pendant plusieurs minutes, regardant la porte fermée, écoutant le silence absolu qui remplissait mon appartement. Il n'y avait pas de pas dans le couloir, pas de voix, juste le silence. Je suis retourné dans le salon et je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre. Mes mains tremblaient légèrement, alors je les ai jointes sur mes genoux et j'ai respiré profondément, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je l'avais fait. J'avais maintenu ma limite même quand mon fils était venu chercher ses affaires avec cette expression blessée sur son visage. Même quand chaque fibre de mon être maternel voulait courir après lui, s'excuser et le supplier de revenir. Les jours suivants se sont écoulés avec une étrange lenteur. Je me réveillais chaque matin et suivais ma routine. Café, douche, petit déjeuner, mais tout semblait différent. Il y avait maintenant un poids dans l'air, une conscience constante que j'avais brisé quelque chose. Bien que je ne sois pas sûr si ce que j'avais brisé était ma relation avec Don ou simplement le schéma dysfonctionnel que nous avions maintenu pendant des décennies. Olivia m'a appelé 2 fois de plus cette première semaine. Lors du deuxième appel, son ton avait changé. Ce n'était plus seulement de l'inquiétude. Il y avait quelque chose de plus. Ava, j'ai beaucoup pensé à ce dont nous avons parlé. À l'époque où j'habitais avec toi après mon divorce. J'ai entendu le son de sa respiration à l'autre bout de la ligne, comme si elle rassemblait son courage. Je ne t'ai jamais vraiment remercié pour cette année. Je n'ai jamais reconnu ce que tu as sacrifié pour me donner de l'espace. J'ai juste supposé que tu étais d'accord parce que tu n'as jamais dit le contraire. Mais j'aurais dû demander. J'aurais dû être plus prévenante. Je ne m'attendais pas à ces excuses. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, quelque chose que je ne savais même pas être tendu. Merci de dire ça, Olivia. Ça signifie beaucoup. Peut-être que tu avais raison sur ce que tu as dit à Dion. Peut-être qu'on a tous pris pour acquis que tu serais toujours disponible, que tu dirais toujours oui, que tu n'aurais jamais tes propres besoins. 2 semaines se sont écoulées avant que je ne reçoive le message suivant de Dion. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était même pas une conversation, juste une photo. C'était une image de lui et de Chloé devant ce qui ressemblait à leur appartement fraîchement rénové. Le message disait, les rénovations sont terminées. Nous sommes de retour à la maison. Il n'a rien mentionné de ce qui s'était passé. Il n'a pas demandé comment j'allais. C'était un message froid et factuel, le genre de mise à jour que l'on enverrait à une connaissance lointaine plutôt qu'à sa mère. Mais c'était quelque chose. C'était un mince fil de communication. Et j'ai décidé de le prendre pour ce que c'était, un petit premier pas. J'ai répondu, je suis contente que vous soyez à l'aise dans votre espace maintenant. Prenez soin de vous. Il n'y a pas eu de réponse après ça.
Les jours se sont transformés en semaines. J'ai continué ma vie. Je suis allé faire les courses le jeudi comme toujours. J'ai retrouvé mes amis pour un café le mardi. J'ai lu des livres que j'avais mis de côté pendant des mois. J'ai passé des après-midi entiers assis sur mon balcon à simplement observer la ville, quelque chose que je ne m'étais jamais permis de faire quand j'attendais constamment que quelqu'un ait besoin de moi. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à remarquer quelque chose. La culpabilité que j'avais portée, ce sentiment constant d'avoir fait quelque chose de terrible, a commencé à diminuer. À sa place est apparu quelque chose de différent. Ce n'était pas exactement du bonheur. C'était plutôt de la paix, comme le sentiment d'avoir enfin posé quelque chose de lourd après l'avoir porté si longtemps que ses bras avaient oublié ce que c'était que d'être libre. Un mois après l'incident, j'étais au marché en train de choisir des tomates quand mon téléphone a sonné. C'était Dion. Un vrai appel, pas seulement un message. Mon cœur s'est accéléré en voyant son nom sur l'écran. J'ai reposé les tomates à leur place et je me suis un peu éloigné de la foule avant de répondre. Allô. Salut, maman. Sa voix semblait différente. Elle avait perdu ce ton défensif qu'elle avait eu la dernière fois que nous avions parlé. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre des bruits de fond, peut-être de la circulation, comme si tu marchais dans la rue. J'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé, à ce que tu as dit. Je n'ai rien dit, attendant, lui donnant l'espace pour continuer. Tu avais raison, maman. Pas surtout. Je pense toujours que tu aurais pu gérer ça différemment, mais tu avais raison sur l'essentiel. Je suis arrivé sans demander. J'ai supposé que tu serais disponible parce que tu l'as toujours été, et ce n'était pas correct. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, quelque chose qui était tendu depuis des semaines. Merci de dire ça, Dion. Chloé et moi avons parlé. Elle dit qu'elle a toujours eu l'impression que je te prenais pour acquise, que je traitais ta générosité comme si c'était une obligation au lieu d'un cadeau. Et je pense qu'elle a raison. J'ai écouté les mots sortir de la bouche de mon fils et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Pas l'espoir naïf que tout redeviendrait comme avant, parce que je ne voulais pas que ce soit comme avant, mais l'espoir que nous pourrions peut-être enfin construire quelque chose de nouveau, de plus honnête. J'apprécie que tu me dises ça. Je sais que ce n'était pas facile. Maman, je me demandais si on pouvait déjeuner ensemble. Juste toi et moi. Sans Chloé, sans pression. Juste une discussion. Ça te dirait? Je me suis surprise à sourire. J'adorerais ça. Nous avons convenu de nous retrouver le samedi suivant dans un petit restaurant à mi-chemin entre nos appartements. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que des larmes coulaient sur mes joues, mais celles-ci étaient différentes de celles que j'avais pleurées la première nuit. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de la possibilité de guérir. Le samedi est arrivé, et je me suis retrouvée nerveuse d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Je me suis changée 3 fois avant de choisir une simple robe marron qui me faisait me sentir à l'aise et digne à la fois. Je suis arrivé au restaurant 5 minutes en avance et j'ai attendu à une table près de la fenêtre. Dion est arrivé exactement à l'heure. Il avait l'air différent, lui aussi. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de s'approcher de la table, qui était plus humble qu'avant. Il s'est assis en face de moi et pendant un moment, nous nous sommes simplement regardés. Salut, maman. Salut, mon fils. Nous avons commandé à manger, et au début la conversation était maladroite, pleine de pauses gênantes, mais progressivement, en mangeant, les mots ont commencé à couler plus facilement. Dion m'a parlé de son travail, des problèmes qu'il rencontrait avec l'un de ses projets. Je lui ai demandé des nouvelles de Chloé et comment elle gérait le stress de son propre travail. Et puis, entre le plat principal et le dessert, Dion a posé sa fourchette et m'a regardé directement. Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes jusqu'au bout avant de répondre. J'ai hoché la tête, sentant mon estomac se contracter d'anticipation. Toute ma vie, je t'ai vu d'abord comme ma mère et ensuite comme une personne. Je ne me suis jamais arrêté pour penser à qui tu étais au-delà de ce que tu faisais pour moi, et c'était égoïste. C'était injuste, et je suis désolé. Sa voix s'est légèrement brisée sur les derniers mots, et j'ai vu que ses yeux étaient humides. Quand tu m'as mis à la porte de ta maison, j'étais furieux. Je pensais que tu étais cruel, que tu me punissais pour quelque chose que je ne comprenais pas. Mais après des semaines à y réfléchir, à parler à Chloé,
même à parler à un thérapeute que j'ai commencé à voir, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que je ne t'ai jamais demandé ce dont tu avais besoin. Je n'ai jamais considéré que ta vie n'existait pas uniquement par rapport à la mienne, et ça doit changer. Des larmes coulaient librement sur mon visage maintenant, et je n'ai pas essayé de les arrêter. Je n'ai pas besoin que tu sois la mère parfaite qui dit toujours oui à tout. J'ai besoin de connaître la vraie personne, Ava, pas seulement maman. Et si cela signifie que tu me dis parfois non, que tu fixes parfois des limites, alors je l'accepte. Parce que je préfère avoir une relation honnête avec toi que de continuer à vivre dans ce schéma où je prends et tu donnes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. J'ai tendu ma main sur la table et j'ai pris la sienne. Elle était chaude et tremblait légèrement. Merci, Dion. Tu ne sais pas à quel point ça signifie d'entendre ça. Nous avons passé les 2 heures suivantes à vraiment parler. Pas la conversation superficielle que nous avions maintenue pendant des années, mais une vraie conversation sur qui nous étions, ce dont nous avions besoin, et comment nous pouvions avoir une relation qui fonctionne pour nous deux. Ce n'était pas parfait. Il y a eu des moments gênants, des aveux difficiles, et des vérités qui faisaient mal à dire, mais c'était réel, et c'était infiniment plus précieux que la fausse harmonie que nous avions maintenue auparavant. Quand nous nous sommes finalement dit au revoir à la porte du restaurant, Dion m'a serré dans ses bras. Pas l'étreinte rapide et obligatoire des réunions de famille, mais une vraie et longue étreinte. Le genre d'étreinte qui dit « Je te vois. Je te valorise. Je t'aime pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu fais pour moi. » Les mois suivants n'ont pas été parfaits. Il y a eu des rechutes, des moments où Dion est retombé dans de vieux schémas de prendre ma disponibilité pour acquise. Mais la différence, c'est que maintenant j'avais une voix et il apprenait à écouter. J'ai appris que l'enseignement du respect à ses enfants ne s'arrête pas quand ils grandissent. Parfois, la leçon la plus importante vient quand on dit enfin non. Quand on établit enfin la limite qu'on aurait dû établir des années auparavant. Quand on se choisit enfin sans excuse. Parce qu'être mère ne signifie pas être invisible. Ça ne signifie pas sacrifier chaque partie de soi-même sur l'autel de l'amour maternel. Ça ne signifie pas que votre maison, votre temps, votre vie sont des ressources disponibles pour quiconque en a besoin sans votre consentement. Être mère signifie aimer profondément, mais cela signifie aussi apprendre à ses enfants que le véritable amour inclut le respect, que les relations saines ont des limites, que vous êtes aussi une personne avec des besoins, des rêves et le droit fondamental de décider de votre propre vie. Ce jeudi après-midi, quand j'ai trouvé les valises à mon entrée, n'a pas été la fin de ma relation avec mon fils. C'était le début d'une nouvelle relation, une relation construite sur l'honnêteté au lieu de l'obligation. Sur le respect mutuel au lieu du sacrifice unilatéral, sur le véritable amour au lieu des schémas dysfonctionnels hérités de générations qui nous ont appris que les femmes existaient pour servir. Et quand je m'assois maintenant dans mon fauteuil près de la fenêtre avec ma tasse de café chaud dans les mains, regardant mon appartement calme et bien rangé, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. De la fierté. Fierté de m'être choisi. Fierté d'avoir trouvé ma voie. Fierté d'avoir appris à mon fils que l'amour ne signifie pas l'absence de limites mais la présence de respect. Ma maison est toujours ma maison. Ma vie est toujours ma vie.